À l'angle de Pleasant Avenue et de la 114e rue à New York, se trouve un des derniers vestiges de la culture italo-américaine. Au Rao's, dans East Harlem, quand on y réserve une table, ce n'est pas rien, ça vous donne un statut. Si vous voulez y manger, vous ne pouvez pas appeler pour réserver. Ils ne prennent pas les réservations aussi facilement. C'est un endroit qui attire les membres influents du milieu. Le crime organisé y avait ses entrées. Les figures du grand banditisme avaient chacune leur table et John Gotti avait aussi la sienne. John Gotti est le chef charismatique de la famille Gambino, une des 5 familles de la mafia italienne qui domine le crime organisé dans les 5 quartiers de New York. C'était la tête d'affiche du grand banditisme. John Gotti, l'homme en blanc, est à la tête de la famille mafieuse des Gambino, le clan le plus puissant et le plus important de tout le pays. Le 11 décembre 1990, l'Amérique assiste à l'arrestation par le FBI de celui qu'on surnomme Teflon Don. John Gotti a passé la nuit dans une prison fédérale. Il est accusé de diriger le clan Gambino, mais aussi de racket, de jeux clandestins et d'intimidation de témoins. Bonsoir, monsieur Gotti, vous êtes surpris? Bonsoir. Non. Cet événement a marqué la fin de son règne. Alors que John Gotti dîne à perpétuité aux frais du gouvernement américain, une table se libère au Rao's. Dans New York et sa région, il y a toujours un nouveau clan qui cherche à gagner du terrain. Dès qu'une place se libère, elle est rapidement comblée. La question, c'est qui va la remplir? Alors que la table de John Gotti revient naturellement à un autre membre d'une des 5 familles italiennes du crime, un nouveau client prétend s'en emparer au nom d'une 6e famille. La création d'une 6e famille est devenue une sorte de fantasme pour certains clans qui souhaitaient s'apparenter à la mafia et devenir aussi puissants. Ça intéressera toujours quelqu'un. L'histoire se répète continuellement. Cet homme, Alex Rudaï, et les Albanais voulaient devenir la 6e famille. Un soir, en 2003, un groupe de malfrats albanais débarque au Rao's sans y être invité. Ils sont venus à 20 ou 30 au Rao's en disant « On veut la table de John Gotti ». Au départ, les propriétaires ne prennent pas leur demande au sérieux. L'homme a regardé dehors et il a vu 30 colosses de l'autre côté de la rue, prêts à faire Dieu sait quoi. La situation était très tendue et les propriétaires ont fini par leur laisser la table de John Gotti. Quand on a vu ça, on a compris qu'ils avaient pris du galon. C'était le genre de détail qui faisait de vous un membre influent du milieu. La nouvelle figure du banditisme est un gangster albanais imprévisible appelé Alex Rudaï. Mis en examen dans la plus grosse affaire de racket des États-Unis impliquant un syndicat du crime albanais, Alex Rudaï voulait faire les choses en grand. Il a hissé son organisation au même rang que la Cosa Nostra. Pour nous, la situation était inédite. On n'avait jamais vu une organisation criminelle des Balkans, dans ce cas albanaise, arriver en territoire italien et affronter la mafia italo-américaine. C'était un groupe d'immigrants qui s'opposaient aux familles mafieuses pour se faire un nom. C'étaient des associés de la famille Gambino. Ils travaillaient comme hommes de main, principalement pour collecter l'argent. Mais ils ont fini par en vouloir plus. En 1993, Alex Rudaï et son partenaire Nardino Lenny Colotti fondent leur propre famille baptisée la Corporation. Ils se sont eux-mêmes donné le nom de corporation. Ils voulaient se faire connaître sous un nom, former une entité à part entière. Ils s'appelaient la Corporation. Et il se trouve qu'ils avaient fondé une réelle corporation par laquelle transitait une grande partie de leur argent. Et comme tout groupe criminel, ils géraient des affaires plus ou moins légales ou qu'ils essayaient de faire passer pour légales. Ils possédaient des immeubles et recueillaient des loyers. Ils s'étaient inspirés des Italiens, mais ne possédaient pas la même structure ni les mêmes règles, ce qui les rendait imprévisibles. Je pense que personne ne savait exactement ce qu'ils allaient faire. Au cours des 10 années qui suivent,
la corporation recrute de jeunes truands albanais pour mettre la main sur des établissements de jeux clandestins contrôlés par la mafia italienne à Westchester County, dans le Bronx et le Queens. Alex Rudaï et son clan avaient la réputation d'être violents et impulsifs. Ces hommes étaient très imposants. Ils faisaient leur effet. S'il fallait user de la violence, il suffisait à Alex Rudaï de demander aux Albanais de s'emparer du territoire convoité. Ils étaient à l'origine de bastonnades très violentes. Rien à voir avec une dispute de comptoir. À plusieurs reprises, ils ont envoyé leurs victimes à l'hôpital. Quand les Albanais ont commencé à marcher sur les plates-bandes des Italiens, ils sont devenus gênants. Ces établissements clandestins ont toujours été contrôlés par les 5 familles italiennes. Les familles qu'Alex Rudaï évinçait, les Lucchesi et les Gambino, étaient très dangereuses. Ils n'étaient pas à prendre à la légère. Il fallait avoir du cran. Les cercles de jeux grecs du secteur d'Astoria dans le Queens avaient toujours été sous le contrôle et la protection de la famille Lucchesi et pour certains de la famille Gambino. Ils ont facilement évincé la mafia. Dès que la famille Gambino essayait d'installer ses machines dans un club, les hommes d'Alex Rudaï s'en emparaient aussitôt. Ils savaient parfaitement que l'affaire était juteuse, que d'autres étaient aux commandes et ils voulaient leur part du gâteau. Pour mettre la main sur ces affaires, ils doivent évincer leur actuel propriétaire. Ils avaient tout un réseau de machines à sous, des tables de jeu. Il y avait notamment ce jeu de dés, le barboot, très lucratif. Ils gagnaient beaucoup d'argent, entre 50 et 75 000 $ par semaine. Ils amassaient près de 4 millions de dollars par an, rien qu'avec les machines à sous. Les machines à sous sont les piliers de leur empire. Un membre important de la mafia italienne m'a raconté que la machine à sous d'un club désignait son propriétaire. C'est-à-dire que dès qu'une machine était installée dans un club, le propriétaire de la machine devenait propriétaire du club. À partir de là, les hommes du clan pouvaient y mener toutes les activités qu'ils voulaient. Les machines étaient la pierre angulaire. Tout est histoire de territoire et de qui contrôle quoi. L'organisation d'Alex Rudaï s'est diversifiée. Il dirigeait un réseau de paris sportifs et récoltait près de 65 000 $ par semaine. Ils étaient adeptes de l'extorsion de fonds et du racket. L'argent rentrait par différents vecteurs. En 10 ans à peine, l'audace d'Alex Rudaï le hisse au sommet du banditisme américain. Une ascension vertigineuse si l'on considère d'où il vient. Pendant des années, Alex Rudaï et les malfrats albanais avaient été à la solde de la mafia. Une fois arrivés à ce stade, ils se sont dit « Et si on faisait comme eux, on pourrait devenir aussi puissant ». Ces dernières années, Hollywood a découvert un nouveau méchant, l'Albanais. Au cinéma, la mafia albanaise est souvent comparée à la nouvelle mafia sicilienne. Elle veut la détrôner. Dernièrement, on a entendu parler de la montée en puissance des syndicats du crime non conventionnels. Les clans de la mafia albanaise avaient la réputation d'être très violents. Pour une raison ou une autre, la violence était toujours associée au crime organisé albanais. Et les gens ont fini par y croire. Manifestement, Alex Rudaï et son clan apprécient leur réputation. Il y avait des heures et des heures de conversations enregistrées, pendant lesquelles ils se glorifiaient de leurs exploits. L'un d'entre eux n'arrêtait pas de se vanter d'être le parrain. Ils ne se rendaient pas service puisqu'ils étaient sur écoute. Malgré ou grâce à toute cette polémique, les files d'attente se sont formées dès midi devant les cinémas de quartier. Certains ont dû attendre 4 heures avant d'entrer. Alex Rudaï n'a que 6 ans quand le parrain sort en salle pour la première fois. Le parrain de la prétendue 6e famille vient également d'Europe, d'un pays situé de l'autre côté de la mer Adriatique, face à l'Italie. Alex Rudaï venait du Monténégro, un territoire de l'ex-Yougoslavie. Sa famille venait de Tuzi, un village à la frontière entre l'Albanie et le Monténégro.
Il a eu une enfance difficile. C'était plutôt de la survie. Son père est mort quand il était très jeune. Il avait 5 ou 6 frères et sœurs. Il possédait une ferme où il travaillait pendant sa scolarité pour aider sa famille. Il a fait son service militaire, mais il a décidé qu'il ne voulait plus cautionner le régime communiste, ou le régime en place à l'époque. Au début des années 80, des milliers d'Albanais se soulèvent pour demander plus de liberté. Au début de la chute de la Yougoslavie, la situation économique était dramatique. C'est à cette époque que les affrontements ont commencé au Kosovo. Près de 1700 soldats de l'OTAN sont engagés en Albanie. Cette démonstration de force permet d'envoyer un avertissement aux Serbes qui poursuivent leurs attaques sur les villages du Kosovo voisin. En Yougoslavie, les Albanais de la province du Kosovo sont majoritairement des étudiants et souffrent du taux de chômage le plus élevé. Slobodan Milosevic s'est rendu au Kosovo et il a déclaré que les Albanais étaient à l'origine des affrontements et qu'il fallait les priver de leurs droits. À ce moment-là, de nombreux Albanais ont senti qu'un conflit ou qu'une guerre allait éclater. Un mouvement d'émigration massif s'est mis en place dans la région des Balkans vers les États-Unis et d'autres régions du monde, notamment vers l'Europe de l'Est. Alex a émigré aux États-Unis avant la chute du communisme. Il arrive à New York en 1987. Si Alex Ruday lisait les journaux pour se renseigner sur le pouvoir que les mafieux pouvaient obtenir en Amérique, il n'avait qu'à lire les exploits de John Gotti. En 86, c'était le roi des gangsters. Du moins, c'est ce qui se disait. À ma connaissance, Alex Ruday n'avait pas un passé de criminel. C'était un gentil garçon du Monténégro. Aux États-Unis, il sera connu pour avoir détrôné la mafia. Mais sa descente dans les bas-fonds new-yorkais ne s'est pas faite en une nuit. Quand il est arrivé aux États-Unis, il ne parlait pas un mot d'anglais. Au départ, il a travaillé dans les mêmes secteurs que tous les migrants albanais. Il a travaillé comme serveur, portier, il a été concierge pour un groupe d'immeubles du Bronx. Il travaillait vraiment très dur. Il voulait vivre le rêve américain, mais les occasions ne se présentaient pas d'elles-mêmes. Il n'avait pas de réseau et il n'avait pas fait suffisamment d'études. Il restait un émigré dans un pays étranger. Je suppose qu'auprès de leurs concitoyens plus âgés, ils ont compris comment ça se passait et ils ont commencé à côtoyer ceux qui étaient en lien avec la mafia de New York. L'homme le plus célèbre de New York, originaire de la même région que lui, est un truand albanais du Kosovo du nom d'Ishmael Lika. Ishmael Lika était impliqué dans le trafic d'héroïne depuis la Yougoslavie et de faux papiers pour les clandestins. L'affaire Lika a été jugée alors que Rudy Giuliani occupait le poste de procureur fédéral. En 1985, les renseignements ont démontré que Ishmael Lika avait placé un contrat sur la tête du procureur adjoint chargé de l'affaire, l'agent de la DEA, et on pense que Rudy Giuliani a également subi des pressions. Il a bien sûr été arrêté et incarcéré dans une prison fédérale. Ishmael Lika est condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À la même époque, Alex Ruday arrive aux États-Unis. Au bout de quelques années, il comprend qu'il a bien fait de tenter sa chance à l'Ouest. La Yougoslavie s'effondre un peu plus chaque jour alors qu'il s'installe durablement en Amérique. Au début des années 90, il s'est marié à une Américaine d'origine albanaise. Il avait des enfants magnifiques. Il formait une famille unie. C'était le début de la guerre au Kosovo et il a senti qu'il devait gagner plus d'argent pour aider sa famille restée au pays et celle qu'il venait de fonder aux États-Unis. Il voulait gagner de l'argent, mais il s'est laissé séduire par la vie de gangster. Et voyez le résultat. Il intègre le milieu en s'associant à un Italien, Lenny Colotti. Ils étaient associés. Dans le milieu de la pègre, les associés font beaucoup de choses. Mais le gros de leur travail, c'est de récolter de l'argent grâce au trafic de voitures, aux jeux illégaux, aux prêts usuraires, entre autres. Ils étaient très amis. Alex Ruday a appris à devenir un gangster italien auprès de Lenny. Il travaillait pour un homme appelé Skinny Phil Lo Scalzo, dans le Bronx.
Lenny considérait Phil Loscalzo comme son père. Ce dernier avait promis à Lenny de lui confier un territoire dans le Bronx et de faire de lui un membre influent de la famille Gambino. Quand Skinny Phil Loscalzo est mort, Joe Gambino a pris la relève. Et Lenny ne s'est pas vu confier le territoire auquel il s'attendait. Il ne voulait pas travailler pour Joe Gambino. Ils manifestent leur désaccord en décidant de se mettre à leur compte. Ils prennent alors le contrôle d'un cercle de jeux clandestin du Bronx qui appartient aux Gambino. Les Gambino ont enlevé le cadenas de l'établissement pour y mettre le leur. Et ils ont repris possession de leur club. Alex Rudaï et Lenny Colotti n'ont pas apprécié. Ils sont allés remettre leur cadenas à la porte du club et Joe Gambino s'est fait passer à tabac avant d'être abandonné sur la route, entièrement nu. Je ne sais pas pourquoi les Gambino n'ont pas répondu. C'est une question que l'on ne résoudra jamais. Ou ils entraient en guerre avec eux, ou ils cédaient leur territoire. À la suite des nouvelles vagues d'immigration causées par le conflit des Balkans, un groupe de jeunes Albanais au sang chaud se rapproche des deux associés. Ils étaient gonflés, effrontés, un peu impulsifs. Pendant des années, Alex Rudaï et les malfrats albanais avaient été à la solde de la mafia. Ses trois principaux lieutenants étaient Nicolas Dodaï, Frankie Vejai et Angelo Di Pietro. Ces individus étaient à la tête de l'organisation. Ils ont ensuite ouvert le Morris Park Games, au nom de la corporation. Et ils ont acheté et mis en service toutes sortes de machines à sous. Ils voulaient à tout prix se faire une place dans le monde du jeu d'argent. Pour s'imposer, la corporation doit s'emparer de territoires contrôlés par la mafia depuis des décennies. C'était la première fois aux États-Unis qu'on voyait un groupe composé d'immigrants qui s'opposait aux familles mafieuses traditionnelles de New York. Tout ça pour se faire un nom. On ne voit pas ça tous les jours. Bien que dans la série Les Sopranos, le parrain vive dans une banlieue du New Jersey, la mafia est traditionnellement installée dans les 5 quartiers de New York. Mais au début du siècle, un gangster venu d'ailleurs commence à s'imposer par la force. Pour nous, c'était une situation inédite. Traditionnellement, le crime organisé albanais était différent du crime organisé italien. Il faisait énormément de contrebande, du passage de clandestins, du trafic de drogue. Le racket et l'extorsion, c'est une chose. Mais là, c'était un peu plus compliqué. Ce n'est pas simple de s'emparer du territoire de quelqu'un. Alex Rudaï choisit le moment idéal pour affronter la mafia. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un procureur tente d'assigner toute une famille mafieuse à comparaître devant un grand jury. Les avocats des truands présumés ont déclaré que les auditions s'apparentaient à de l'acharnement. Il est accusé d'être le boss de tous les boss. D'après le FBI, Gigante dirigeait un ensemble de clans mafieux de Philadelphie jusqu'à New York. C'était le moment idéal pour l'organisation d'Alex Rudaï d'étendre sa domination. C'était entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Le FBI enquêtait sur les 5 familles depuis très longtemps. Elles étaient très affaiblies, surtout dans le Bronx et à Westchester, les 2 premiers quartiers où l'organisation d'Alex Rudaï s'est implantée. Alex Rudaï et la corporation ne font pas table rase du système en place et reprennent les clients et les affaires de leurs prédécesseurs. En définitive, ils se sont contentés d'enlever les tables de jeu et les machines à sous des bars et des restaurants pour les remplacer par leur propre matériel. Ces hommes allaient dans les bars qui possédaient des machines à sous clandestines, connues pour être gérées par les familles du crime organisé, et annonçaient « Nous allons mettre nos machines et maintenant c'est avec nous que vous ferez affaire ». Ces établissements de jeux clandestins appartenaient principalement à des Grecs. Les machines à sous étaient installées dans des commerces, des pâtisseries, des bars, des épiceries. Les propriétaires percevaient un pourcentage sur les gains. Ils ont forcé les propriétaires à changer de machine.
Les pauvres commerçants, tout ce qu'ils voulaient, c'était faire tourner leur boutique et récolter leur part des gains. Vous imaginez bien que les joueurs concernés n'allaient pas se précipiter pour appeler la police. La Cosa Nostra est implantée aux États-Unis depuis des décennies. Elle est très structurée, très hiérarchisée, et ils ont des règles à respecter. Si vous faites partie de la mafia italienne, que quelqu'un vous fait du tort et que vous voulez lui donner une leçon, il vous faut la permission pour le faire. Si vous voulez tuer quelqu'un, vous devez avoir l'aval des hauts dirigeants. Les Albanais ne fonctionnaient pas comme ça. Ils s'étaient inspirés des familles italiennes, mais n'imposaient pas les mêmes règles. Je ne sais pas si quiconque savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Le passage d'un règne à un autre fait couler le sang dans les rues de New York. Quand Alex Rudaï et Lenny Colotti se sont dissociés des Gambino, ils ont eu un différend avec un homme de main des Bonanno. La famille Bonanno compte parmi les 5 familles italiennes traditionnelles. Pendant des décennies, c'est elle qui a contrôlé Brooklyn. Guy Peduto était un voleur de voitures associé à la famille des Bonanno. Ils étaient impliqués dans un vaste réseau de vols de voitures. Mais leurs relations se sont dégradées et il y a eu une fusillade au Café Italia. Il y a eu une course-poursuite en voiture, en pleine journée, et ils ont tiré. Ce soldat des Bonanno s'est fait tirer dessus à plusieurs reprises et il a accusé Alex Rudaï et Lenny Colotti d'avoir tiré. Guy Peduto a survécu. Je pense que c'était calculé. Ils n'avaient aucun intérêt à tuer quelqu'un dont ils avaient encore besoin. Et ils n'avaient aucun intérêt à attirer l'attention sur eux. Il est clair qu'ils sont conscients des risques qu'ils prennent en s'attaquant à la mafia. Et ils attendent les représailles de pied ferme. Alors qu'Alex Rudaï commençait à s'imposer dans le quartier d'Astoria, dans le Queens, un soldat de la famille Gambino, Tommy Napoli, a ouvert un cercle de jeu qui ne plaisait pas trop aux Albanais. C'est un cercle de jeu clandestin connu dans le quartier sous le nom de Soccer Fever. On y jouait un jeu de dés appelé le barbout. C'est un jeu grec qui peut rapporter des dizaines de milliers de dollars en un soir. Le barbout, c'est une sorte de craps. Tout le monde connaît le craps. Vous lancez les dés et si vous faites 7, vous sortez. Vous jouez contre la banque. Vous faites votre mise, vous faites un 7, vous sortez, la banque récupère votre argent. Au barbout, vous pouvez avoir 50 personnes rassemblées autour de la table, qui jouent les unes contre les autres. La banque ramasse une coquette somme d'argent. Donc c'est un jeu très lucratif. Les hommes d'Alex Rudaï se sont rués dessus. La deuxième nuit des opérations, des hommes armés de l'organisation d'Alex Rudaï et Alex Rudaï lui-même se sont rendus au Soccer Fever. Ils ont forcé le barrage des videurs, armés eux aussi, et ils ont fermé le cercle. Ils leur ont dit « Votre partie est terminée, la nôtre va commencer ». Alex Rudaï leur a solennellement demandé de partir avant qu'ils ne les passent à tabac, les uns après les autres. Et ils ont sérieusement amoché l'un d'entre eux pour faire passer le message qu'ils prenaient le contrôle. Et le club a fermé. À partir de ce moment-là, les Albanais ont continué d'étendre leur emprise sur le business du jeu dans le Queens. La corporation commence à amasser de l'argent. Et Alex Rudaï et ses hommes sont prêts pour une guerre de territoire qui n'éclatera jamais. À l'époque, les Italiens n'avaient pas les moyens de répondre par la violence aux Albanais. Ils auraient certainement pu, mais cela aurait fait beaucoup de bruit et les cadavres se seraient accumulés à New York, ce qui n'aurait pas manqué d'alerter la police fédérale. Il fallait prendre une décision réfléchie. Je pense que les Lucchesi et les Gambino ne savaient pas trop comment les prendre. Les Albanais ne respectaient aucune règle. Ils étaient tellement imprévisibles qu'il ne suffisait pas de discuter autour d'une table pour arranger les choses. Vous avez déjà vu ces hommes? Ils ont des bras plus gros que mes cuisses. Ils font 1m80, 1m90. Tout le monde disait dans le milieu que ces hommes étaient très dangereux.
suffisamment pour prendre le pouvoir. Et cette rumeur s'alimentait d'elle-même. En 2002, Alex Rudaï est un autre homme. Le pauvre immigrant albanais est devenu un parrain autoproclamé de la mafia. Entre-temps, l'homme qui semblait lui servir de modèle a été définitivement écarté. À partir du moment où John Gotti a été arrêté en décembre 1990, il n'a plus été capable de diriger quoi que ce soit. Et ceux qui ont essayé de le remplacer n'étaient pas vraiment à la hauteur. Mais le Don en téflon, comme on l'appelle, mène un autre combat en prison. En 1998, il apprend qu'il souffre d'un cancer de la gorge. Après son traitement, il rechute en 2000. Ses dernières pensées ont peut-être été pour les Albanais. Les Gambino ne savaient pas vraiment jusqu'où les Albanais avaient l'intention d'étendre leur territoire. Les membres de la famille Gambino ont fini par organiser une rencontre en présence du chef de la famille Gambino de l'époque. Il a demandé que la réunion ait lieu dans le New Jersey, dans une station-service. Ce n'était pas le meilleur endroit pour une rencontre. Le parrain, Arnold Squitieri, devait penser qu'ils auraient une conversation posée. Mais les Albanais sont sortis en hurlant et braquant leurs armes sur tout le monde. Ils étaient prêts à tout faire sauter. Apparemment, Nicolas Dedaille a pointé son arme sur une pompe en disant « Personne ne bouge ou je fais tout péter ». Au dire de tous, Nicolas Dedaille en imposait. Il était impressionnant. Il devait faire 1,90 m. Il l'appelait le marteau, parce qu'il vous clouait sur place d'un coup de poing. Alex Rudaï pouvait compter sur lui quand il fallait faire preuve d'une violence extrême. Les Gambinos sont rentrés dans leur voiture et ils sont partis. Ils se sont retrouvés à la station-service, mais pour prouver quoi? Par provocation, et pour montrer qu'ils n'avaient peur de rien. Un agent du FBI infiltré assistait régulièrement à des réunions avec des lieutenants et des membres influents de la famille Gambino. Et d'après lui, les Albanais étaient un gros problème pour les chefs de la famille Gambino. Pour la police, la seule solution pour éliminer le clan d'Alex Rudaï est d'obtenir des renseignements de l'intérieur. Du côté du FBI, l'enquête progresse sur les familles de la mafia italienne. Il connaît leurs noms, leurs agissements, leurs contacts, toutes les personnes impliquées dans cet univers du crime. On avait une équipe consacrée à chacune des 5 familles. Et à la fin des années 90, on a créé une équipe pour les Albanais. Mais le FBI n'est pas le seul à surveiller Alex Rudaï et la corporation. On a commencé à enquêter sur les prêts à taux usuriers à Westchester County. On organisait des planques et progressivement, on est remonté à Alex Rudaï. Mais la police du Westchester County, mandatée par le bureau du procureur, commence à surveiller le QG de la corporation, connu à l'époque sous le nom de Café Roma. On y voyait des voitures qui étaient, selon toute vraisemblance, occupées par des agents de police. On a remarqué des véhicules semblables aux nôtres appartenant à la police. On a vérifié ce qui se passait et on a découvert qu'ils agissaient pour le compte du procureur du Westchester County. On a également remarqué la présence de la police de New York. Comme les membres d'une organisation criminelle se rassemblent pour régler certaines affaires ou des conflits, nous nous sommes réunis avec la police pour décider de la suite des opérations. On s'est réunis, comme les mafieux, dans le bureau du procureur. La décision a été prise d'unir nos forces et de mener cette enquête ensemble. Étonnamment, à ses débuts, la mafia italienne était très difficile à faire tomber. Ils prêtaient serment, l'omerta était très forte, et ils ne balançaient rien. Les Albanais, au début, étaient tout aussi difficiles à faire parler. Aucun des Albanais arrêtés dans cette affaire n'a retourné sa veste. Donc, on a eu recours à d'autres témoins. Les autorités commencent à infiltrer la corporation en leur envoyant de nouveaux clients. Les joueurs grecs sont les premiers de l'opération Cheval de Troie. L'enquête n'a pas porté ce nom avant 1 année et demie. On a réussi à monter cette opération grâce à des indices grecs capables d'approcher Alex Rudaï.
Il y avait un joueur grec appelé Mike. Le FBI lui donnait de l'argent pour jouer. Il se présentait à la table de jeu avec un mouchard et il parlait à tous ces gens. Un témoin grec a également coopéré. Il s'appelait Nick. C'était un homme d'affaires condamné par la justice fédérale que le FBI a réquisitionné et envoyé sur le terrain. Alex Rudaï lui a parlé pendant des heures de tout ce qu'ils avaient fait. Ce sont ces enregistrements qui nous ont permis d'avancer. Il a ouvert le premier soir et le deuxième, j'ai dit « on y va ». On est entrés Louis, Lenny et moi. Sur un des enregistrements, Alex Rudaï raconte comment la corporation a réussi à faire fermer le Soccer Fever, le club des Gambino, alors qu'il venait d'ouvrir. On est entrés et j'ai fait « allez, personne ne bouge ». Ils étaient pétrifiés, je te jure, je leur ai fait « je vous bute tous les uns après les autres, je vous crame ». C'était nos chevaux de Troie. Une fois infiltrés dans l'organisation, ils ont commencé à la démanteler. Le gouvernement américain ouvre une enquête contre la corporation au titre de la loi RICO, une loi pour la lutte contre la mafia et la corruption. La loi RICO cible les manœuvres frauduleuses. En pratique, elle permet de poursuivre les gens qui s'unissent de manière organisée pour commettre une série de délits. Elle a été adoptée essentiellement parce que le crime organisé se cachait derrière des affaires légales pour conduire ses activités. Au fil des années, les organisations mises en examen sont de plus en plus des organisations illégales, telles que les familles mafieuses. En vertu de la loi RICO, John Gotti est condamné pour ainsi dire à vie. John Gotti est mort en 2002 dans une prison fédérale des suites de son cancer. Alors que les 5 familles pleurent le décès de leur parrain, une 6e famille s'impose à leur table. À la mort de John Gotti, Alex Rudaï a pris 20 ou 30 de ses hommes et ils sont allés au Raoz. Alex Rudaï et ses acolytes voulaient devenir la 6e famille, des gangsters de premier plan. Et ils ont réquisitionné la table de John Gotti. Contraint par des méthodes brutales, le Raoz compte désormais un nouveau client. Ils ont obtenu cette table par la force. Je ne crois pas qu'Alex Rudaï en ait profité très longtemps. L'enquête est arrivée à une conclusion évidente, mais il fallait encore approfondir les choses. Et pour cela, il nous fallait un indice très haut placé. Le FBI contacte Louis Nukulovic, un des hommes de confiance d'Alex Rudaï. Il nous a dit « J'ai vu vos voitures devant chez moi, je sais que vous me suivez. Mais qu'est-ce que vous allez me faire si je refuse ?» Il m'a dit qu'il avait été arrêté par les Serbes au Kosovo et qu'il avait passé 4 mois et demi en prison où on le frappait tous les jours avant qu'il ne réussisse à s'enfuir. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous pouvez me faire de pire ? Les Serbes me frappaient tous les jours. Aux États-Unis, je suis logé gratuitement, je mange 3 fois par jour. Et comme je suis en Amérique, j'aurai droit à un avocat. » Il a donc refusé de coopérer et on l'a arrêté 3 semaines plus tard. Le 26 octobre 2004, le gouvernement américain met en examen Alex Rudaï et d'autres membres de la corporation. Les accusations vont du racket à la tentative de meurtre, en passant par l'extorsion, le prêt à taux usuraire et les paris illégaux. On avait 26 prévenus et 15 mandats de perquisition. C'était une opération de grande envergure. 400 agents de la police fédérale et locale étaient mobilisés pour mener les arrestations et les perquisitions. À cette époque, Alex Rudaï habitait dans le Westchester County. Son domicile a été perquisitionné. Il n'y a pas eu de violence ce jour-là. Toutes les arrestations se sont déroulées dans le calme, sans incident. Pour le bureau du procureur fédéral, c'est la première affaire de racket aux États-Unis contrôlée par une organisation criminelle dirigée par des Albanais. En définitive, il s'avère que les Albanais fonctionnent de la même manière que les clans mafieux. Alex Rudaï et ses acolytes ont plaidé non coupables. Mais pendant les mois qui ont suivi, une grande partie de ceux dont les chefs d'accusation étaient moins importants se sont mis à parler. Il ne restait plus que les gros poissons. À l'automne 2004, les autorités fédérales démantèlent un syndicat du crime qui semait la terreur dans les rues de New York. Mais le dirigeant de la corporation n'est pas un parrain de la mafia. C'est un Albanais, marié, père de 3 enfants
installés en banlieue. La corporation d'Alex Rudaï récoltait 100 000 $ par semaine. Son objectif, c'était étendre son territoire et gagner de l'argent. Alex Rudaï était prêt à tout. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Mais il n'avait pas tant de meurtres que ça à son actif. En vantant ses exploits, il signe la fin de son règne. Le FBI a infiltré la corporation en envoyant des joueurs grecs équipés de micros. Les enregistrements en disent long. C'était de fortes têtes. Ils n'avaient pas peur de prendre les armes pour faire ce qu'il y avait à faire. Dans un des enregistrements qui est passé pendant le procès, quelqu'un demandait « Qu'est-ce qui se serait passé si quelqu'un avait tiré ?» Et il a répondu « Ils seraient tous morts. » En octobre 2004, le gouvernement fédéral en a assez entendu. Alex Rudaï et ses hommes écopent tous de lourdes condamnations. Il y avait des centaines d'heures d'enregistrement dans cette affaire. Une multitude d'accusations qui allaient de la tentative de meurtre à la fraude bancaire. Alex Rudaï était bavard. Il aimait vanter ses exploits. On avait des heures et des heures d'enregistrement dans lesquelles il parlait de lui, de ses compatriotes et de ce qu'ils avaient fait. Mis à part l'enregistrement d'un crime en direct, avoir l'enregistrement de quelqu'un qui raconte ce crime, c'est ce qu'il y a de mieux. Il était à genoux et il essayait encore de se lever. Alors j'ai tiré une autre balle. Sur un des enregistrements, Alex Rudaï raconte comment il a terrorisé le propriétaire d'un bar. Ils ont dit au propriétaire qu'il reprenait son affaire. Ensuite, ils ont pris ses clés. Alex Rudaï raconte qu'il a menacé le propriétaire de mort s'il ne payait pas. Ces enregistrements ont créé un électrochoc chez les jurés. Quand le propriétaire d'un établissement du quartier se fait emmener au restaurant Mama Maria pour se faire tabasser dans une cave, il y a quelque chose qui ne va pas. La stratégie dans cette affaire consistait à dissocier les actes violents des affaires de jeu. C'était notre plan. Ils ont tout avoué pour les jeux, ce n'était pas un problème. Effectivement, ces hommes contrôlaient des machines clandestines. Mais si on arrivait à faire oublier les actes de violence, les peines des inculpés seraient bien moins lourdes. Malheureusement pour la défense, leur client est enregistré en train de se vanter de ces actes violents. Tu te souviens de ce type que tu voulais cogner? Il jouait au bar-boot. J'ai appelé Louis pour qu'il lui flanque la trouille de sa vie. Où ça, il me dit? Dans la pièce d'à côté. Alex Rudaï était intarissable sur la bastonnade d'un homme appelé Tony à Astoria. Il voulait envoyer un signal fort et montrer qu'il mettait la main sur les salles de jeu. Ils étaient 4 ou 6. Alex Rudaï était parmi eux et ils ont frappé cet homme, Tony, très violemment. Il a fini à l'hôpital. Son téléphone tombe, je me baisse. Un téléphone, t'y crois? Il se met à genoux, je prends son téléphone et je fais boum. Il avait la gueule en miettes. Dans un des enregistrements, il dit avoir frappé Tony à la tête avec un portable. Et il dit « Il y avait du sang partout, du sang partout. » Et il ajoute « Et moi je portais un super froc blanc. » Je portais un super froc blanc. Pas vraiment blanc, plutôt blanc cassé. Plutôt blanc cassé. Il parle de ce passage à tabac ultra violent, mais ce qui l'intéresse, c'est son pantalon. L'avocat d'Alex Rudaï, James Kousouros, s'est bien battu pour lui. Mais il ne pouvait pas grand-chose contre l'arsenal d'enregistrement du FBI, tous leurs témoins et les heures de surveillance. Au terme des 14 semaines de procès, Alex Rudaï et ses principaux lieutenants sont reconnus coupables de tous les chefs d'accusation prononcés à leur encontre. En revanche, le jury estime que le gouvernement n'a pas apporté la preuve de l'accusation pour tentative de meurtre. Alex Rudaï a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, mais la tentative de meurtre a été déclarée non fondée. Ça lui permettait d'échapper à la condamnation à perpétuité. Comme une série de parrains avant lui, Alex Rudaï écope d'une lourde peine de prison. 240 mois. Si on calcule, ça fait 20 ans. Il a 48 ans. En sortant, il lui restera quelques années à vivre auprès de sa famille, mais ça fait long.
Sa femme était dans le public. Au moment du verdict, ils ont parlé de leurs enfants et du fait qu'ils regrettaient d'avoir mis leur famille dans cette situation, qu'ils étaient tristes pour eux. C'est toujours la famille qui souffre le plus de l'absence. Avec la fin d'Alex Rudaï et de la corporation, la notion d'une sixième famille reste un rêve utopique. C'était une affaire passionnante. On a vraiment eu le sentiment de nettoyer les quartiers d'Astoria, du Bronx et du Westchester. Tous ces gens ne seront plus terrorisés par ces truands. C'est bien. Il faut reconnaître que le gouvernement a mis un frein à toutes ces activités. Ils ont fait leur travail et ils l'ont bien fait. Ils ont éradiqué un gros morceau du crime organisé, du moins à New York. Mais il y aura toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un prêt à reprendre le marché. Tandis qu'Alex Rudaï purge sa peine en prison, la vie a changé pour sa famille dans son pays des Balkans. Sa famille s'est soudainement enrichie. Et ce serait grâce à la vente de plusieurs terrains qu'ils possédaient en tant que fermiers. Ils ont vendu leurs terres aux Russes. C'est ce qu'on raconte au Monténégro. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Apparemment, Alex Rudaï a envoyé chez lui une partie de son argent sale, non seulement à sa famille, mais aussi à son église. Il a construit la deuxième plus grosse église du Monténégro. Sa famille est connue pour ça. Je ne pense pas qu'il soit très croyant, mais c'est quelque chose qu'il voulait faire pour sa ville. J'imagine que c'est une pratique courante pour ce genre de personnage. Ils se tournent vers l'illégalité pour réaliser leur rêve américain, parce qu'ils sentent qu'il est de leur devoir d'envoyer de l'argent à leur famille restée au pays. L'héritage d'Alex Rudaï est d'avoir donné naissance à un clan organisé qui a été capable de se mesurer à la mafia italienne. C'est un exploit, si on est sensible à ce genre de performance. Mais n'oublions pas que ça l'a envoyé en prison pour 27 ans.